Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de cette rétrospective Ida Lupino, actrice réalisatrice. Alors actrice, c'est évidemment pas tous les films qu'on montre d'Ida Lupino en tant qu'actrice, mais par contre réalisatrice, vous pouvez voir ses 7 longs métrages pour le cinéma et certains de ses films pour la télévision. Et aujourd'hui vous allez donc voir ou revoir Outrage. D'ailleurs ma première question elle se tourne vers vous. Qui va voir Outrage pour la première fois? Ouais, une grande partie d'entre vous. Et j'ai à mes côtés Yola Le Caïnec, qui en plus d'être là ou l'une des spectatrices les plus assidues de cette rétrospective et surtout l'une des spécialistes en France de l'œuvre d'Ida Lupino. Yola, tu as écrit des ouvrages sur Ida Lupino, à la fois dans les revues comme Positif, mais aussi au moment de la rétrospective que le FEMAC, le Festival de la Rochelle, lui avait consacré il y a de ça quelques années, et maintenant à la Cinémathèque. Je sais que tu prépares aussi un livre, Lupino Tour, sur la cinéaste actrice, donc voilà. Donc, et je sais, alors Yola m'a dit, donc elle va présenter le film, et elle vous propose, si vous le souhaitez, un échange informel à l'extérieur de la salle après la séance. Yola sera là. Je te cède la parole. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire une présentation exhaustive, mais je sors du dialogue. Mais effectivement, dans l'ouvrage que je consacre à Ida Lupino en y invitant Kinyo Tanaka, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai une partie qui s'appelle le Outrage Tour, qui est vraiment un moment spécifique de la tournée avec les films d'Ida Lupino que j'ai fait en 2020-2021, où c'est un film hors norme, je pense, qui, donc j'avais proposé de le présenter. J'avais choisi ce film justement en présentation parce que pour moi il faut absolument qu'il soit accompagné, et c'est pour ça que je serai aussi à la sortie si vous avez des questions, des réactions, parce que c'est un film qui peut vraiment vous toucher très profondément. Pour le présenter, je vais dire un petit peu rapidement, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit, mais je vais essayer de résumer, parce que tout le monde n'était pas là tout à l'heure. Ida Lupino arrive à Hollywood en 1934. Elle a commencé sa carrière d'actrice en Angleterre, dès 1933 par exemple, avec un film intéressant que vous pouvez trouver qui s'appelle The Ghost Camera, où elle est déjà blonde platine, et c'est ce qui fera qu'on l'appelle la Jean Harlow anglaise quand elle arrive. Elle travaille, donc elle est recrutée, elle est découverte par Alan Dwan pour un rôle d'Alice au Pays des Merveilles, mais quand elle arrive, on voit ses yeux, hein, elle avait le dark eyes, et on dit non, on va pas la prendre pour Alice au Pays des Merveilles, mais Paramount va l'utiliser, hein, je pèse mes mots, pour une série de rôles très stéréotypés, où souvent elle incarne des jeunes filles plus âgées qu'elle. Elle est quand même très jeune, elle est née en 18, même s'il y a une petite ambivalence sur sa date de naissance, 16 ou 18. Ensuite, elle claque la porte, ça c'est très fort, en 37 pour être actrice indépendante. Et là, elle construit sa carrière aussi par la radio. Elle va travailler à la radio, elle a une voix, Ida Lupino, on peut l'écouter sur des émissions de radio, notamment en 42. Elle va jouer un film de Cukor avec Joan Crawford, Woman's Face, si vous l'avez vu. Donc on a la version sur un DVD en bonus, qui est jouée par Ida Lupino à la radio, c'est magnifique. Et elle va être identifiée comme actrice indépendante grâce à 2 films, notamment The Light That Fade de Wellman, qui lui donne un rôle très important, ou qui va totalement exprimer, on va dire, son jeu pluritonique, c'est-à-dire qu'elle peut tout incarner. Et Warner la recrute en 40, et elle fait 7 ans de contrat, de 40 à 47 chez Warner. Elle va négocier son contrat. On voit donc Ida Lupino, je l'ai dit, qui a claqué la porte de Paramount et qui n'avait pas négocié son contrat, ce qui fait que, imaginez une actrice, jeune actrice anglaise étrangère qui se retrouve à Hollywood en ayant claqué la porte d'un grand studio, c'était terrible pour elle, entre 37 et 39. Et en 40, elle négocie dans son contrat de pouvoir travailler à la radio,
pour éventuellement refuser des rôles, ce qu'elle fait bien évidemment, comme Bogart, comme Bette Davis, et elle aura une suspension de 18 mois à un moment, mais comme cette fois-ci elle pouvait travailler à la radio, eh bien, elle a pu justement décider de sa carrière et de ses rôles. Donc ça, c'est une phase importante de 40 à 47. J'arrive en 47, le film qu'on va voir est de 50, vous voyez que je me rapproche. Donc en 47, Warner ne reconduit pas son contrat, parce qu'ils avaient déjà Bette Davis, donc, qui était une actrice très indocile, et Lupino pareil, et donc ils gardent Bette Davis, mais ils ne gardent pas Lupino. Mais alors elle va rebondir, c'est pas du tout un problème, elle a l'habitude, et elle va saisir cela comme une opportunité. En 48, elle prend la nationalité américaine, elle se marie avec son second mari, Collier Young, et alors qu'ils écrivent un scénario, qu'ils sont en train de réfléchir, ils se disent, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous-mêmes monter notre société de production. Donc je suis là et je vais maintenant entrer, j'ai résumé un petit peu sa carrière, je vais juste finaliser pour dire qu'elle va être productrice, réalisatrice au sein de sa société de production entre 49 et 55, où c'est la fin de sa société de production qui s'appelle les Filmmakers, mais je vais revenir tout de suite, que vous allez voir en carton dans Outrage. Ensuite, des studios, donc en fait sa société est ruinée et les grands studios ne lui proposent plus rien. Elle va quand même fonder une autre société de production, ça c'est évident, une société donc Bridget Productions, où elle s'oriente là vers la réalisation à la télévision. Et elle poursuit, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant tout ce fil de sa carrière, elle est toujours actrice. Et donc elle poursuit, on va dire à partir de 55, une carrière de réalisatrice au cinéma, puisqu'elle fait un autre film en 66, Dortoir des anges chez Columbia, sa carrière d'actrice à la télévision et au cinéma, et donc aussi une carrière de réalisatrice et de productrice à la télévision. Donc vous voyez où on en est, c'est absolument gigantesque l'œuvre qu'elle a construite. Pour Outrage. Je vais l'introduire, le présenter par, on va dire, une histoire de production. Tout à l'heure, j'ai présenté Faire face plutôt par l'histoire de la réception des films, comment ils sont arrivés, et là, c'est la production, comment il a été produit. Donc, Outrage, c'est le 3e film d'Ida Lupino qu'elle a réalisé, et cela en un temps record, entre 1949 et 1950. Dans cet intervalle, et en 1949, non seulement elle a fait 3 films, donc Avant de t'aimer, c'est le premier, où elle va reprendre la réalisation, parce que Elmer Clifton, le réalisateur, a fait un malaise cardiaque au début du tournage. Ensuite, on a Faire face, dans la même année, 49-50, il sort Faire face au début de 1950, et ensuite elle enchaîne avec Outrage, que vous allez voir. Mais en 49, non seulement, donc vous voyez, elle fait 3 films, mais elle a aussi fondé 2 sociétés de production. Parce que la première, en 49, s'appelle Emerald Productions. Au fil de l'année 49, par un jeu de chaises musicales que je ne vais pas tout dire, je ne vais pas pouvoir tout vous résumer, mais en tout cas, elle refondent une autre société de production qui s'appelle les Filmmakers, c'est plus Emerald Productions. Et c'est avec les Filmmakers donc qu'elle va produire Outrage. Outrage, il y aura tout de même, donc les Filmmakers, que je vais vous dire rapidement, c'est que c'est une société de production absolument consciente de ce qu'elle va faire à Hollywood. D'ailleurs, Ida Lupino disait qu'elle avait tout à fait idée qu'elle représentait une forme de nouvelle vague à Hollywood. Et ils avaient des principes de création auxquels il fallait qu'ils se tiennent. Donc c'est des sujets non conventionnels, des visages non connus sur les écrans, des petits budgets, et puis l'expérimentation formelle. Donc on va retrouver tout cela dans Outrage, mais pour Outrage, c'est là où j'arrive à mon histoire de production, un nouveau carton apparaît dans les films d'Ida Lupino. Chaque film, vous voyez, là pour le moment, il y a toujours, ça change les cartons, c'est l'ouverture dans le générique. Et là, il y a le carton RKO qui s'immisce, qui s'invite dans le générique d'ouverture d'Outrage. C'est quoi cette histoire ?
Pourquoi RKO est là? Le premier film, Avant de t'aimer, en fait, il a été produit donc par les Emerald Productions, et par rapport au principe de la société de production, il a coûté très peu cher. C'était un choix. Il a coûté 110 000 $. Et il a rapporté 1 million $. C'était un succès incroyable. Même si Dal Lupino s'est effacé volontairement pour laisser la place de réalisation à Elmer Clifton, très vite ça s'est su. De toute façon, Elmer Clifton en plus est mort en octobre 1949, donc tout le monde connaissait les problèmes de santé et tout le monde a identifié le geste d'Ida Lupino qui lui a laissé la réalisation de façon absolument magnifique et généreuse. Et ce succès, en fait, a amené les grands studios un peu à tourner leur regard vers Ida Lupino. Ils se sont dit, ah bah tiens, c'est pas juste une actrice qui passe à la réalisation où on va devoir négocier qu'elle figure dans ses films pour être sûr que les gens aillent voir ses films, pour voir Ida Lupino et pas voir un film d'Ida Lupino. Mais en tout cas, RKO va se tourner vers donc, la société qui est devenue Filmmakers et proposer à la fois un cofinancement des films et une distribution des films. Alors ça c'était intéressant parce qu'il y a eu la loi antitrust en 1948. La loi antitrust, c'est le moment où les grands studios perdent le privilège, où ils avaient leurs films et puis ils avaient leurs salles, donc ils ne se posaient aucune question. Donc c'est aussi dans ce chemin un petit peu sinueux que se glisse Ida Lupino, où ils avaient besoin d'un réseau de distribution, et puis RKO avait aussi besoin de pouvoir distribuer d'autres films que les leurs. Et donc ils ont, contre cela, ils obtiennent 50% des bénéfices du film. Donc vous voyez, on se dit, mais est-ce que les films d'Ida Lupino avaient du succès ou pas? Bah oui, forcément. RKO n'aurait pas signé un contrat comme ça s'ils n'avaient pas pensé que c'était des films rentables. Donc RKO s'associe et j'en arrive à l'histoire de ce film qui est pour une critique américaine, et je partage totalement son avis, le plus grand coup de force d'Ida Lupino à Hollywood, qui n'a jamais été fait. C'est que, en fait, elle va faire produire à Howard Hughes, qui dirigeait à ce moment-là la RKO, Howard Hughes qui est identifié comme un prédateur sexuel à Hollywood, qui a été aussi très maltraitant au moment du macartisme avec son personnel, mais à un point vraiment terrifiant, eh bien elle va lui faire produire Outrage. Alors, comment elle a fait, c'est ça la grande question de ce film. C'est aussi, donc là je vous analyse juste, vous voyez les 3 premiers cartons, c'est qu'elle a intégré en fait RKO à sa stratégie de production et à sa stratégie de négociation avec le code de censure. Et elle a écrit finalement dans Outrage, je ne vais pas tout dire, mais c'est comme s'il y avait 2 ou 3 films. Et donc c'est des histoires qui sont réversibles. Donc quand on résume au code de censure, c'est elle-même personnellement qui négociait. Le film, l'histoire, les modifications à faire, elle racontait les choses d'une certaine façon et ça marchait. Donc c'est toute la subtilité et la minutie de son écriture qui va aussi se révéler au sein de la mise en scène, qui vont permettre à Outrage d'exister et de nous arriver sur les écrans. Quand pour résumer cette question d'Ida Lupino comme fine stratège pour réussir à amener un film comme Outrage sur les écrans, enfin vous verrez, j'en dis pas plus, elle a dit c'était le moment de faire ça. Et vous voyez, le moment, c'est à la fois la période d'après-guerre, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, le macartisme, mais c'est aussi cette association des filmmakers avec RKO. Bon film. Merci beaucoup.